couper le son. C'est ça. Ouais, parce que sinon j'aurais un début retour. Je suis déjà coupé. Vous pouvez partager. Déjà 7 connectés. 1, 2, 3, 4, 5. Connectez-vous les amis, invitez tous vos potes à partager aussi ce live direct dans 12 secondes. Salut, 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 j'espère que vous allez bien dans ce dimanche après-midi. On vous a signalé ça depuis quelques semaines maintenant. Une belle émission vous attend en Facebook Live ici depuis l'Authentique Fermier, un symbole pour parler d'écologie. L'Authentique Fermier qui a ouvert ses portes en août. Et donc on remercie Cyril qui est à ma gauche de nous accueillir dans ce magasin de producteurs. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Après les gilets jaunes hier, nous on revêtit aujourd'hui nos gilets verts. C'est parti pour donc ce Facebook Live. Ma planète, mes Ardennes, mon avenir, émission spéciale donc en direct. On a voulu construire cette émission à la suite de deux faits marquants qui ont ponctué cette année 2018. Le premier, le jour du dépassement, qui est arrivé encore un peu plus tôt cette année puisqu'il est tombé le 1er août. À cette date, l'humanité a déjà consommé les ressources que la nature peut renouveler en un an. Elle vit donc à crédit désormais jusqu'à la fin de l'année. Et pour info, en France, le jour de dépassement, cette année, c'était le 5 mai. Et en 1970, c'était le 30 septembre. Voilà pour situer. Deuxième événement marquant, le rapport du GIEC. Vous connaissez le GIEC, ce fameux collectif d'experts et de scientifiques. Et ce rapport a été rendu, vous le savez, le 8 octobre dernier. Et il tire encore la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique, ou plus précisément sur le dérèglement climatique. On y reviendra tout à l'heure, dû notamment aux émissions de gaz à effet de serre. Face à cela, eh bien, on a eu envie de réagir à notre niveau en vous proposant donc ce forum de discussion, on va appeler ça comme ça, un forum de discussion, pour réfléchir ensemble, c'est-à-dire avec mes invités, mais aussi vous qui nous regardez en ce moment, pour émettre des idées, des pistes de réflexion, des actions, des projets. Autour de moi donc pour animer ce débat, j'ai un beau plateau d'artistes. J'ai réuni des gens de divers horizons. On va commencer par les filles. Voilà, à ma droite, il y a Victorine. Salut. Qui est ardennaise et aussi donc sensible à toute la cause écologique, l'environnement, etc. Tu partageras avec nous tes opinions. Bien évidemment, à tout à l'heure. Ensuite, il y a Céline d'Avril Bavois, qui est la directrice, on la remercie beaucoup d'être présente aujourd'hui, qui est la directrice du parc naturel régional des Ardennes. Oui, il y a un parc naturel régional dans les Ardennes. On l'évoquera tout à l'heure un petit peu plus amplement pour ceux qui ne connaîtraient pas ce parc. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Et aussi, évidemment, Cyril qu'on ne présente plus ici Bonjour tout le monde. À l'Authentique Fermier, puisque c'est un peu le chef d'orchestre des producteurs qui officient dans cet espace. On est situé donc dans la zone commerciale Les Évelles. Vous pouvez aussi venir assister à l'émission si vous voulez. On est en direct, vous voyez un peu de lumière, vous rentrez. C'est entre Deviane et Thiriet, voilà, ce magasin de producteurs. On décrira un petit peu plus amplement pourquoi il y a eu cette création qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer ce magasin de producteurs ici Les Évelles. Et puis enfin, un jeune aussi encore, on a un beau plateau représentatif, homme-femme, jeune et un peu moins jeune. Gauthier qui lui est étudiant, mais toi tu as aussi suivi une formation, je crois, au lycée du Balcon des Ardennes, ça, dans l'agronomie. Bac STAV, c'est ça, et puis je continue une formation en paysage sur l'île. Bonjour à tous. Voilà, connectez-vous, venez nous rejoindre et invitez surtout tous vos amis à participer à ce beau débat, ce forum de discussion. On est ensemble pendant une trentaine de minutes environ pour parler d'écologie, pour parler des Ardennes, de notre planète et surtout de notre avenir. Vous pourrez réagir à tout moment à ce qu'on dit, poser des questions à nos interlocuteurs. Vous réagissez en live dans les commentaires, vous connaissez la mécanique derrière votre smartphone, votre PC, votre tablette, où que vous soyez en France, dans les Ardennes ou dans le monde.
Merci de nous rejoindre. Donc, vous pouvez réagir à tout moment, ça c'est le principe de cette émission. J'ai une première question à mes invités, une première question que vous évoque justement les deux faits marquants que j'ai rappelés tout à l'heure, donc le rapport du GIEC sur le réchauffement climatique et puis sur ce jour de dépassement où on vit à crédit. Qui veut commencer? Les filles, allez. Allez, j'y vais. Le dépassement où l'on vit à crédit, je trouve ça vraiment choquant. Et ce que je trouve le plus choquant, c'est que ça n'intéresse pas vraiment les gens en fait. Les gens, ils le savent, ils se disent « Oh, on vit à crédit, tiens, on va au McDo ». Enfin, moi, je trouve que c'est ce qu'ils se disent en fait, les gens. Ils se disent « Ok, là, c'est bon, c'est mort ». Et puis, ils prennent pas conscience que c'est maintenant que ça se joue. Ils se disent « Bon, ça va être la galère pour les générations futures, pas pour nous ». Mais si, c'est déjà la galère pour nous. C'est déjà super important d'en prendre conscience maintenant en fait. Et même la question se pose pratiquement pas, enfin même les gens se posent pas la question des générations futures, comment on envisage l'avenir. Et on le voit aujourd'hui avec le Black Friday. On le voit aujourd'hui avec ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où il y a des gens, enfin c'est inimaginable, enfin, c'est des situations aujourd'hui dans lesquelles on vit. Waouh quoi, les vidéos choquent. Céline? Eh ben moi je suis pas d'accord. Ah, ben voilà, le débat est lancé. C'est On plante parti. les micros. Dis-nous tout. Moi je suis pas d'accord parce que j'ai quand même l'impression qu'on en parle de plus en plus. J'ai surtout l'impression que les gens quand ils franchissent la porte de l'authentique fermier, c'est parce qu'ils se rendent compte que quelque part ça suffit en fait ce mode de consommation et on a envie de consommer local, on a envie de consommer des produits qui sont fabriqués par des agriculteurs et que quelque part en fait tous les articles qu'on voit notre émission d'aujourd'hui, ça en est la preuve également. En fait, je pense que sincèrement, de plus en plus de personnes ont pris conscience qu'il y avait un problème, mais simplement, je pense que personne n'a vraiment la solution. Est-ce qu'on a la solution pour arrêter et stopper le réchauffement climatique? Non. Enfin, je pense que sincèrement, si on l'avait, ça ferait depuis longtemps qu'elle serait mise en œuvre. Maintenant, je trouve que voilà, c'est plein de petites actions qui vont permettre finalement, peut-être pas de faire machine arrière, mais en tout cas de commencer à changer les mentalités. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord, parce qu'il y a un moment où il faut arrêter de culpabiliser les gens. Et on a commencé à s'en rendre compte. La preuve, on est là et on a plein d'actions qui commencent. Est-ce que vous êtes d'accord avec Céline ou nos débatteurs? Dites-nous tout dans les commentaires. Kéré nous évoque, nous dit quelque chose. Après moi, le déluge, se disent les gens. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi, Alors voilà, Cyril, moi tout ça voilà, donc déjà bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être là, tous qui êtes derrière le téléphone. Ça fait vraiment plaisir de voir que déjà votre présence prouve que vous avez envie de vous intéresser à ce genre de choses. Et je rejoins Céline. Pourquoi? Parce que moi je suis avec mon groupe, avec mes producteurs, un acteur. Et il est vrai que dans la vie, en fin de compte, on est soit acteur, soit spectateur. Et selon l'endroit où tu vas te situer, ton prisme va faire que tu vas pas avoir la même chose. Nous, aujourd'hui, à travers ce magasin, l'Authentique Fermier, effectivement, aujourd'hui, je peux le dire, après quelques mois, j'en suis fier. J'en suis fier parce qu'une partie de l'agriculture ardennaise, une partie, parce qu'on ne représente pas encore tous les agriculteurs, mais l'objectif, il est là, c'est d'arriver à faire en sorte qu'à travers des actions concrètes, on arrive à faire changer certaines choses. On ne peut pas tout faire changer, mais chacun, comme le disait Céline, peut faire changer à son petit niveau des choses. Voilà. Et je suis complètement d'accord. Alors, je vais rebondir sur tes propos, aborder justement la filière courte, des pistes pour agir, de changer nos comportements, parce que c'est ça le fond du problème. Bref, on va essayer de proposer quelques solutions, tracer des pistes de solutions. Vous pouvez intervenir avec nous sur justement des idées pour contribuer à cet avenir, à cet avenir de notre planète. Il faut vraiment en prendre conscience, mais des solutions concrètes. On ne fait pas de discours, idéologie ou baratin, c'est pas le propos de cette émission. On est vraiment dans le réalisme et dans le concret. On va essayer de rester sur cette position-là. Et au niveau local, dans nos Ardennes, puisque on est sur De Quoi en Cause, votre média digital ardennais. Et ça se passe aussi déjà par l'alimentation, je pense, dans un premier temps. Est-ce que la filière courte a un bel avenir? Gauthier? Moi j'ai une question à poser à Cyril, je pense qu'on doit te la poser. Des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter via la filière courte, parce que, après je ne sais pas si c'est plus cher, en tout cas je sais que les agriculteurs, les producteurs sont mieux rémunérés, ça rentre dans une logique de développement durable avec les piliers de l'économie, de l'écologie
et tout ce qui est filière courte. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent ouais, le filière courte c'est bien, mais c'est pour les bobos, c'est un petit peu plus cher, c'est pour le, enfin, c'est tendance. Alors c'est une super question que tu me poses. Il est vrai que ça fait partie de la prise de conscience globale des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que le manger moins cher, on l'a vendu pendant 40 ans. Manger moins cher, c'était devenu la seule façon de voir l'alimentation. Je mange moins cher. Eh bien, si je veux manger moins cher, il y a certaines entreprises qui vont s'en délecter parce qu'ils vont essayer de trouver des réseaux qui ne sont pas forcément des réseaux français, je vais me te dire qu'ils ne sont pas des réseaux français, qui permettent d'avoir de la matière moins chère avec une matière première qui coûte moins cher, avec des gens qui travaillent pour rien, des fois dans certains pays, qui vont avoir des charges qui bien sûr vont pas du tout être les mêmes que la France. On est quand même le pays le plus chargé en Europe, hein, faut bien le savoir. Pour ouvrir une entreprise, il faut des sacrés coronesses, comme on dit chez moi. C'est-à-dire que avant de commencer à gagner de l'argent, tu payes déjà tes charges, tes impôts, les impôts des impôts, les impôts sur ceux peut-être que tu paieras plus tard, peut-être il va te rester quelque chose. Donc aujourd'hui, en fin de compte, le prix que tu payes dans notre magasin, c'est un prix juste. C'est-à-dire que tu verras jamais de promotion chez nous. Il n'y a pas de promo, ça n'existe pas. On fait le prix juste toute l'année. Le prix juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une matière qui a eu un coût de production parce qu'elle a été élevée correctement, dans les bonnes conditions d'hygiène sanitaire, qu'elle correspond à tous les critères de mise aux normes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je prends l'exemple, aujourd'hui, une production laitière, la mise aux normes, tous les 5 à 10 ans, vous avez des normes et on vous fait refaire vos laboratoires. Un laboratoire, c'est peut-être 300, 400, 500, 1 million d'euros, juste pour faire en sorte d'être dans les bonnes conditions sanitaires. Et ça se retrouve pas dans le monde entier, clairement. Non, bienvenue en France. Voilà, et donc c'est notre avantage français, c'est d'avoir de la très haute qualité. Par contre, effectivement, eh bien, quand tu as produit ton animal avec la matière première, effectivement, qui va coûter un peu plus cher, parce que les aliments coûtent plus cher, parce qu'ils sont taxés aussi, tu vas derrière avoir automatiquement une main-d'œuvre qui va être chargée aussi, donc tu vas avoir toute cette main-d'œuvre qui va être sur la matière, et après, derrière, tu as une structure. Tu vois cet exemple, cette structure-là. Là, il y a 500 mètres carrés, ça tombe pas du ciel, on me l'a pas donné. Hein. J'ai pas eu la carte chance au départ. Hein. Je suis venu chercher et je paye mon loyer tous les mois. Je paye mon électricité, je paye mon gaz, je paye mon eau, je paye mes salariés. Parce que nous, ce qui est important chez nous, c'est vraiment de faire vivre à travers un projet comme celui-ci, à travers l'agriculture, montrer qu'on a un énorme pouvoir de changer les choses. C'est-à-dire que si on va directement rencontrer les clients, si on va directement leur proposer nos produits, et qu'effectivement, certains produits vont être moins chers, certains vont être à égal au niveau du prix, et d'autres vont être un peu plus chers. Mais ce qui est sûr, c'est que la qualité sera toujours au-dessus. La qualité et l'impact écologique. On en parle aujourd'hui, on est là pour parler de ça. Moi aujourd'hui, quand j'ai une vache qui a vécu à 15 km d'ici, qui a brouté que de l'herbe, je le dis toujours cette phrase, qui est partie à l'abattoir de Charleville, un abattoir local, qui fait travailler des gens en local. Ces gens-là vont venir nous livrer une viande qui est extra fraîche, travaillée par nos bouchers, qui n'a pas passé par des frigos et des frigos et des frigos. Non! Elle est travaillée directement par nos bouchers. Et elle est mise dans nos étals et les clients le retrouvent directement. Les clients nous disent aujourd'hui, après 4 mois, j'ai un peu plus de recul sur ma clientèle que j'adore et je vous fais plein de bisous. Cette clientèle-là nous dit, on renoue avec la viande. On renoue avec les goûts. On redécouvre qu'une salade, ça a une odeur. Eh ben ouais, mais effectivement. Et je te prends le prix. La salade, c'est vraiment symbolique. Une salade chez nous, c'est 1,10 €. Tu vas n'importe où, c'est 89 centimes, 90 centimes, on est d'accord? Oui, à peu près ça, c'est hein? plus ou moins ça. Eh bien, la seule différence, c'est que chez moi, tu prends une salade, déjà tu la ramènes chez toi, tu peux directement la manger sans avoir besoin de l'éplucher, enlever ce qui est déjà un peu pourri. Tu reviens le lendemain, elle est toujours bonne. Tu reviens une semaine après, elle est encore bonne. Et c'est ça que les gens nous disent. Au début, ils nous disent, ah, c'est plus cher. Puis après, ils nous disent, oh non, en fin de compte, on a compris. En fin de compte, ma salade, qui n'est pas sous brumisateur, ici, il n'y a pas aucun brumisateur au-dessus de ma salade. Alors oui, effectivement, on est à 18 degrés dans le magasin. Ah, et j'en reparlerai. on les ressent. J'en reparlerai de mes 18 degrés, c'est hyper important. Mais dans tous les cas, cette salade-là, qui n'est pas sous brumisateur, les gens arrivent déjà à 19h en disant, bah dis donc, la salade, elle est aussi belle que ce matin. Bah oui, parce qu'elle a été cueillie le matin à 5h. Céline et Olivier, à 5h, sont dans le champ. Ils cueillent les salades. 7h, c'est livré ici, c'est posé par mes salariés. Boum. Et vous avez une salade extra fraîche comme si elle venait du jardin. Elle n'a pas passé des heures et des heures et des jours dans des caisses. Donc du coup, quand vous la ramenez chez vous, eh ben, c'est comme si vous l'avez cueillie à la maison. Et donc ces gens-là, ils se disent, en fin de compte, c'est pas ce que je paye qui est important, c'est ce que je ne jette pas. Parce que l'économie, là où elle est, c'est dans ta poubelle. Et ça fait partie aussi de l'écologie. Quand je consomme en grande quantité, mais que j'en jette même un dixième, même un petit morceau, eh bien c'est ça qui contribue à ce jour du dépassement. Voilà.
Beau message en tous les cas. Céline, tu voulais rebondir? Ouais, je voulais juste par rapport au prix en fait des produits en filière courte, juste ajouter qu'il ne faut pas regarder en fait produit par produit, mais plutôt regarder finalement le panier global. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur les délais, enfin sur la péremption qu'on peut avoir quand on achète du produit local, parce qu'en fait c'est frais, donc ça va rester plus longtemps. Après sur tout ce qui est viande notamment, peut-être qu'on peut en manger moins, peut-être cuisiner davantage, et du coup au final l'enveloppe financière ça va être la même, sauf qu'on va avoir mangé de la qualité. Et alors je rentrerai pas dans le débat, mais pour moi quand on mange bien, on est en meilleure santé, on est en forme, et du coup normalement on dépense moins à côté. Oui, c'est ça, c'est exactement Je ça. parle notamment en termes de santé. Mais c'est vrai, on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, on va parler de la conserve, le grand classique des années 80-90, c'était l'alimentation en boîte de conserve. Tout le monde adorait, avait dans son sous-sol 3 rayons de boîte de conserve, c'était un mini magasin sur place. Et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Une petite choucroute. Et puis cette choucroute, des fois, certains d'entre vous, tiens, je lance une petite question. Qui parmi vous n'a jamais retrouvé une boîte de conserve périmée de 2, 3, 5 ans des fois, qu'on avait oubliée dans le fond de son tiroir, qu'on ouvre et qui est toujours bonne? Mais pourquoi elle est bonne cette boîte de conserve? Parce que toutes les saloperies qui ont été foutues là-dedans. Maintenant on commence à regarder les E machin, les E bidules et les E chouettes, puis ils sont malins, ils mettent plus de E, maintenant ils vous mettent les noms comme ça vous comprenez plus rien. Mais dans tous les cas ces conservateurs-là, on les a bouffés. Moi j'ai une dame, et je répète ça, c'est vraiment hyper important, j'ai une dame qui travaille dans les milieux médicalisés et dans les hôpitaux et qui s'occupe malheureusement des personnes qui décèdent. Elle me disait, tu sais Cyril, il y a 20 ans, quand une personne décédait, en 24-48 heures, son corps commençait déjà à décrépir. Alors, je suis navré, hein, c'est un peu glauque ce que je dis, mais aujourd'hui, elle me dit, tu peux laisser une semaine, c'est pas un problème, il bouge plus. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu consommes le conservateur. Tu l'insères dans ton corps, le conservateur. Il n'y a rien à foutre. Et nous, aujourd'hui, ici, il n'y a pas de conservateur dans nos produits. Alors oui, ils sont en date plus courte. Oui, il faut, comme dit Céline, travailler l'alimentation différemment. Je ne vais pas acheter des grosses quantités et puis me dire je vais en bouffer pendant 1 mois et demi. Non, j'achète ce que je consomme et je consomme moins. Plutôt que de consommer des grosses masses d'alimentation, je consomme moins et je consomme mieux. Et du coup, je suis en meilleure santé. Je te rejoins à 4000. J'aimerais bien rebondir justement parce que là je vois les commentaires de Xela, de Priscilla et rebondir sur ce que vous avez dit. Parce que par exemple Cyril, tu as parlé des années 80-90, donc c'est très beau tout ça, mais je voulais revenir sur la prise de conscience des jeunes en fait. Et Priscilla disait que ça serait bien d'intervenir dans les écoles, d'intervenir dès le plus jeune âge, parce que nous on est concernés. Donc si tu veux, oui tu nous convaincs, on est convaincus, ça sert à rien, enfin c'est pas que ça sert à rien, mais tes arguments sont très beaux, on adhère, on y est nous, on est là, on le sait. Mais je veux dire, maintenant il faut convaincre ceux qui n'en ont rien à faire et se demander pourquoi eux ils n'en ont rien à faire en fait. Parce que vous, vous voyez des gens concernés par vos métiers, par ce que vous faites. Moi je vois des gens, mais vraiment, qui ne sont pas concernés du tout. Et je travaille pas mal avec les jeunes parce que je suis commerçante. Il y a énormément de jeunes qui viennent dans le magasin où je travaille. Et des fois, c'est juste une catastrophe. On se dit, mais ils sont concernés par quoi, en fait, à part certains programmes à la télé ou certaines choses. Ils ne sont pas du tout concernés par la nature, par la protection animale, par le climat, par cette prise de conscience. Et c'est là, en fait, que je voulais en venir au début du débat. Vraiment faire prendre conscience à ceux qui n'en ont rien à faire et qui ne se posent même pas la question. Alors je te réponds, alors je vais modérer. Brièvement pour... oui, brièvement. Je modère. Non mais c'est juste une question directe. Question frontale. On est d'accord. On commence à connaître Cyril, il parle beaucoup. Voilà. Mais c'est hyper important ce que tu viens de dire. Alors première chose, je te réponds, moi en te disant que j'interviens déjà dans les écoles. Je fais un gros bisou, un gros big up à l'équipe La Salle que j'ai été voir cette semaine. Je suis intervenu dans une classe de BTS commerce, première, deuxième année. Et je vous fais un gros bisou, c'était un super échange, j'ai adoré vivre ce moment-là. C'est en plein centre de Charleville. Je suis un mec de l'action, moi. C'est-à-dire que je vais juste modérer tes propos en disant tous les jeunes ne s'en foutent pas, tous les jeunes ne se sentent pas non concernés. Mais une partie, effectivement, on va dire la partie des jeunes qui n'ont pas été sensibilisés, ces gens-là, il va falloir aller les chercher. Je suis d'accord avec toi. Il y a plein de monde voilà. qui adhère de c'est plus juste en pour, plus. C'est juste pour tempérer le pas propos. Si dramatique que voilà. Ça. Mais je comprends, Mais... c'est-à-dire que ça vient de ton inquiétude. Mais l'inquiétude, elle est d'où? Elle est de dire, au lieu de constater, moi des fois j'ai des discours avec des copains, ouais tu te rends compte, il y a ci, il y a ça, mais et toi tu fais quoi? Si chacun se dit, toi tu fais quoi? Eh bien à un moment donné, il y a plein d'actions qui vont se mettre en place et il y a des choses qui vont vraiment évoluer rapidement. Moi je le fais à mon niveau, en tant qu'agriculteur, en tant que papa,
j'ai 2 petits-enfants. En tant qu'ami du parc naturel régional, et je vais repasser la parole à Céline, parce que je fais partie aussi des amis du parc naturel. Quand tu es acteur, tu es acteur un petit peu dans tous les sens. Après, Moi, c'est génial que tu ailles dans les écoles. Ça, c'est vraiment. mais c'est génial. super, mais il faut que plein de monde aille dans les écoles. Ouais. Moi, je le fais parce que au-delà, et d'ailleurs, au-delà de mes convictions, je suis certain que c'est en rééduquant les enfants, en les reconnectant avec le monde d'en bas. Nous, on est aussi du monde d'en bas. Eh bien, en les reconnectant Et avec le leurs monde agris, naturel. voilà. Eh bien, à un moment donné, on va réussir à refaire des actions et même des fois déclencher des petites choses. Voilà. Alors brièvement pour laisser la parole Ouais. à Gauthier. Brièvement, simplement pour dire que au sein du parc naturel régional, nous on a pris conscience de ça. Et une des missions des PNR en France, il y a plus de 50 parcs en France, c'est l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans les écoles, ou les écoles viennent à nous. On a des différentes thématiques d'intervention. On intervient sur les paysages, par exemple, parce que c'est fondamental de dire aux jeunes, regardez autour de vous, qu'est-ce qu'on a et comment on a réussi à avoir cette beauté des paysages, qu'est-ce qu'on fait pour les préserver. On intervient sur la forêt, on intervient sur les zones humides, on intervient sur un certain nombre de thématiques pour sensibiliser les jeunes, justement, parce qu'en fait, cette information-là, elle vient... Ça va passer par les tout petits qui après vont sensibiliser les papas, les mamans, les papis, les mamies, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et moi, je suis une militante pour que on puisse, dans les écoles, à nouveau, finalement, on fait un retour en arrière de 50 ans, à réapprendre à cuisiner, à faire la couture, parce que finalement, les vêtements, quand ils sont abîmés, on peut peut-être les recoudre, faire du jardinage, Complètement, avoir oui. les pieds, les mains dans la terre. Et c'est comme ça qu'on arrivera en fait à sensibiliser le plus grand nombre. Il faut impérativement que ça passe par les petits loulous. Mais ce que tu dis, Céline, c'est magnifique, mais on va dire en France aujourd'hui, c'est difficile à mettre en place via tout ce qui est politique, et notamment éducation nationale, qui est absolument pas aujourd'hui, je le pense, malgré avoir fait un bac dans le milieu agricole et avoir été plus sensible à ces questions-là comparé à d'autres potes qui sont partis en général. Je pense que les moyens aujourd'hui techniques sont pas donnés par l'État ou par les collectivités. Et on voit, à contrario, en Belgique, à côté, je fais du spectacle et je travaille beaucoup avec des compagnies belges. On intervient dans des écoles en Belgique et on voit ce retour au potager dans les écoles. On voit ce retour aux activités périscolaires de couture, de jardinage, de bricolage. Et j'ai envie de dire, et politique, si vous nous regardez, prenez exemple sur nos amis belges, quoi, ça cartonne. Ça cartonne parce que les gamins ils rentrent de l'école, ils vont peut-être pas se mettre devant leur console, ils vont peut-être aller jardiner avec le papa, avec le papy, ou aller bricoler 2-3 bidules dans le garage, quoi. Donc voilà. Voilà, le décor est planté en tous les cas. Merci de nous rejoindre. Vous êtes beaucoup là à commenter en ligne. Continuez à le faire. N'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants, à réagir. On est là aussi pour répondre à vos questions. Deuxième piste de réflexion, le recyclage des déchets, le tri. Alors dans les Ardennes, il y a Valodea. C'est des cas mixtes justement sur le traitement des déchets. Jetez moins, triez mieux. C'est un des slogans. Est-ce que vous faites le tri sélectif, tout le monde? Bien sûr. Ouais. Alors absolument pas. Pardon. Alors absolument pas. Je le faisais il y a quelques années quand j'habitais encore chez mes parents. C'est même moi qui les poussais à faire le tri. Maintenant, j'habite à Lille, dans la métropole lilloise, et j'ai une vie de citadin et une vie d'un gars qui s'en bat totalement de trier ses déchets. Véritablement, on a, en tout cas en tant que citadin de grosses villes, on n'a aucun réflexe par rapport à ça. Et pourtant, j'y étais sensible avant. Et c'est parce qu'il y a des consignes de tri qui ne sont pas mises en place, et on a 2 poubelles où on ne sait pas vraiment dans laquelle il faut mettre, dans quoi il faut recycler. Et on a la chance aujourd'hui dans les Ardennes d'avoir je pense une indication par rapport à ce qu'il faut trier, par rapport à la sensibilisation. On peut aller voir sur le site par exemple d'Ardennes Métropole, vous avez tout ce qu'il faut pour bien trier, pour bien recycler surtout. C'est pas trier, mais c'est aussi recycler. Et recycler, c'est pas que jeter dans la bonne poubelle, c'est aussi savoir récupérer des choses et en faire d'autres choses. Il y a aussi donc le site valodea.fr du syndicat mix relatif au traitement, et je t'invite à le consulter.
d'urgence, Gauthier. Je crois Pour, qu'il y a une pour piqûre à savoir mettre en place là. Il y a une Ouais, il y piqûre a à une mettre en petite place. piqûre de rappel à mettre en place. C'est pas le comportement à suivre. Mais en tous les cas, merci de nous dire très Ah non, franchement non, mais il faut être franc quand comment même, on parce se que comporte on- aussi Mais c'est une des partie étudiants. des jeunes. Ils représentent sûr. une partie des jeunes Bien qui sûr. effectivement ne se sentent pas assez épaulés Oui. parce qu'effectivement aujourd'hui on fait aussi culpabiliser beaucoup la jeunesse en leur disant mais vous êtes responsable de mais non je suis pas d'accord, tout le monde est responsable, arrêtez de dire les jeunes oui c'est eux qui jettent, non moi je vois des gens de 40 ans 50 ans 60 ans qui jettent dehors des sacs, qui jettent dehors des mégots, qui jettent dehors des choses et ça me bouffe le... Excusez-moi, je vais m'arrêter, mais vous avez compris. Et donc, ça, c'est très bien que tu le dises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il faut mettre en place des choses rapidement, des choses à petite échelle pour qu'elles soient efficaces. Et moi, je rebondis tout de suite sur ce que tu as dit. Tu parles aux politiques. Moi, je veux dire, j'ai pas envie de leur parler. Parce que c'est nous, la France. C'est nous, le pays. Eux, effectivement, ils font des choses, ils font des lois, ils font ces choses-là. C'est très bien. Mais qui le vit, le pays? C'est nous. Donc, qui est acteur? C'est nous. C'est pas à l'Élysée, ils n'ont pas besoin, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des gens qui trient pour eux, ils savent même pas ce que c'est. Par contre, nous, en bas, eh bien, chacun dans nos villages, dans nos maisons déjà, dans notre quartier, dans notre village, de faire apprendre aux enfants, de faire apprendre aux voisins, de faire apprendre au village. Moi, je suis très content, je suis dans une Comcom, la Comcom Ardennes-Thiérache, ils ont mis en place un système de valorisation des déchets par le tri qui est très très bien fait, avec des classifications qui sont très bien faites par poubelle et des valorisations qui ont été regroupées avec d'autres qui sont, moi je trouve en tout cas, pour cette cause-là, qui sont bien faites. Mais je suis un papa, j'ai 35 ans, j'ai un petit peu plus vieux que toi, mais je te comprends et je t'entends. Et ces gamins-là, qui ont une vingtaine d'années, tu as peut-être 20-25 ans, un truc comme ça, eh bien voilà, ces gamins-là, il faut les aider. Et eux, soit peuvent faire des actions, et nous, les plus anciens aussi, mettre en place des choses. Voilà. Alors, et tu te fais un petit peu tirer les oreilles par nos amis qui nous regardent forcément, Gauthier, et des jeunes qui te disent, j'en prends au hasard, Thomas, la consigne de tri, elle doit venir de chacun, elle n'est pas bien compliquée. Lucas, on peut être citadin et faire le tri, etc. Alors, j'ai vu une réflexion de Justine, tri ok, mais pourquoi il mélange tout à la déchetterie? Céline? Non, mais j'ai Aucune pas la idée. réponse technique. Mais D'accord. il mélange. Enfin, Il mélange pas retrie tout. en général. En Il fait, mélange il pas Où tout. as-tu retrie. cette info? Il Où as-tu cette retrie. info Ouais, Tu c'est peux ça. préciser parce que pour l'instant on n'a pas de précision à ce sujet. En ce qui concerne le verre c'est un vaste débat aussi dans le recyclage, le tri. Est-ce qu'il vaut mieux casser donc dans les containers et recycler, ou vaut mieux mettre en place finalement des consignes? Parce que le rendement final, quand on casse, on fait chauffer des fours pour refaire du verre, est-ce que c'est pas une équation qui est négative au final, plutôt que dire bah écoutez, on ramène les bouteilles et on les Ouais, mais moi réutilise? j'adore jeter. Moi, j'adore. Les jeunes, Le petit bruit de la Ah, vous avez bouteille vu qui s'éclate dans le il y a une fond. scission, S'il il y vous a les plaît, jeunes là. laissez-nous les bennes. Ça te rappelle que t'as passé une bonne soirée, j'aurais été une Ouais, demi-heure- c'est une ça. demi-heure de canettes de crocs. T'arrives quand même à les jeter dans le trou, dans l'orifice. Mais Me dis pas que tu non. les mets à côté quand même. Mais pas du tout Corinne. pour ça, Ouais. mais même des bouteilles d'eau en verre. Mhm. Mais j'adore le bruit que ça fait. J'adore, Bon, écoutez. moi, je veux juste. Céline. On a parlé recyclage, on a parlé déchets, mais peut-être qu'il faut venir un petit peu en amont et se dire, avant de l'avoir chez moi et de le mettre à la poubelle, peut-être que on pourrait acheter un peu plus en vrac, on pourrait éviter les petits sacs en plastique, on pourrait éviter les pailles. Il en a vu un reportage abominable sur des tortues de mer qui meurent parce qu'en fait elles mangent les pailles. Ça a traumatisé mon gamin de 8 ans. Il a pu entendre parler de paille. Donc, avant de jeter et avant de trier, vraiment, il faut arrêter ou diminuer notre consommation de plastique. Et, parce qu'il y a plein de solutions intermédiaires. Supprimer, Céline. À un moment donné, il faut dire de nos- solutions intermédiaires. Voilà, ose le dire. Nous, au magasin, c'est clair et net. Chez nous, t'as pas un plastique, tu peux y aller. Je vais même te dire autre chose. On a du papier craft, effectivement, qui est issu du recyclage. Ça, c'était notre démarrage. On a vu l'engouement des gens pour, effectivement, le fait d'éviter de consommer, de surconsommer du papier, des choses comme ça. On a mis donc, du coup, on a été acheter des petits sacs, qui se trouvent là-bas derrière, on pourra vous les montrer, de courses, en fait, qui sont issus de systèmes vraiment qui sont très bien faits, que vous pouvez revenir avec à chaque fois. Je vais aller plus loin. Chez nous, on accepte, et d'ailleurs j'invite les clients qui nous suivent à venir témoigner là sur ce live. Les gens viennent avec leur propre contenant. Voilà, regardez mon petit sac, regardez. Voilà le petit sac. Voilà, vous l'achetez, c'est prix coûtant chez nous. Regardez, prix coûtant. On n'a pas besoin de faire, on n'est pas là pour faire du bénéf ou du business. C'est juste pour que les gens changent de comportement.
Ils prennent leur sac, voilà, et à chaque coup ils mettent leurs petites étiquettes dessus. Et moi j'adore quand je les vois passer à la caisse. J'ai des gens qui viennent avec des contenants pour prendre leur viande, leur jambon, n'importe quoi. Chez nous, j'aimerais qu'il y ait des clients qui le disent. Chez nous on fait ça, ils arrivent là-bas. À partir du moment où ton contenant il est propre, on te met ta viande dedans, on te met ton produit à l'intérieur. Et ça, je trouve ça tellement génial. On a sorti une nouvelle gamme de yaourts. J'ai dit aux collègues, surtout, trouvez des yaourts avec, que ce soit recyclable, pas du plastique. On a trouvé quoi? Du carton recyclé, un peu à l'ancienne, comme les anciens pots. Eh bien ça, c'est génial. C'est issu vraiment du développement durable. Alors je rebondis sur le verre. Le verre, c'est une vraie problématique. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'effectivement, on pourrait dire d'un côté, il y a les fours, nanani, nanana, effectivement, on consomme de l'énergie, blabla. Ok. Maintenant, je te donne un autre avis. L'avis du producteur, l'avis de celui qui vit le verre. Quand tu vis le verre, déjà le verre, c'est toujours mieux que du plastique. On est d'accord. Parce qu'effectivement, le plastique, au niveau recyclage, on n'a pas besoin d'en parler. Par contre, le verre, quand effectivement tu consommes du verre et que le verre il revient au producteur, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Tu as les normes d'hygiène et de sécurité. Donc, ce verre doit être lavé, consommation d'eau et de chaleur. Il doit être stérilisé, consommation à nouveau d'électricité et de chaleur. Il doit être reconditionné avec une validation HACCP, donc des normes d'hygiène et de sécurité, parce que bien sûr, une bactérie qui se balade là-dedans, eh bien, ça te retombe dessus. Et une fois que c'est fait, tu dois le remettre dans ton circuit. Et aujourd'hui, ce système-là, il n'est pas fait pour que ça marche. Parce qu'une machine de nettoyage, c'est 45 000 euros. Une machine de stérilisation, c'est 100 à 150 000 euros. Et une machine de reconditionnement, c'est encore une centaine de milliers d'euros. Donc c'est-à-dire qu'on ne donne pas aujourd'hui la possibilité que ce système existe. Donc effectivement, nous en tant que producteurs, le verre est la meilleure équation en termes d'impact carbone parce que ce verre, on sait qu'il va être dans un système global réutilisé. Voilà. Et pour clore ce chapitre, une très belle réflexion de Mélodie, pertinente. Elle nous dit, et oui, le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas, évidemment. Et tu m'avais offert, Gauthier, il y a quelque temps, un bouquin, ça me revient à l'esprit, qui s'appelait justement Zéro déchet, ouais, c'est ouais. ça. C'est de quel auteur on peut... C'est une américaine qui vient du Texas. Alors je ne sais plus exactement, mais ça s'appelle Zero Waste. Vous pouvez le trouver bien sûr dans votre libraire le plus proche. On continue le circuit court. Et je voulais juste rajouter que l'épicerie Gram a ouvert ses portes il y a quelques mois en ville. Et franchement, allez la voir. Elle s'appelle Marielle. Elle est super sympa. Pareil, c'est zéro déchet. Vous vous servez, vous venez avec votre contenant et ça rejoint tout ce qu'on est en train de Voilà, dire. c'est une super initiative. Ouais, Génial. un petit clin d'œil, je crois que c'est rue Irénée Carré à Charleville-Mézières. Faut plus de gens comme ça. Faut plus de gens comme ça. Et c'est ça la solution. Si vous venez de nous rejoindre, on est en direct depuis l'Authentique Fermier, le magasin de producteurs situé entre Thiriet et Devienne, zone de Les Évelles, dans ce dimanche après-midi. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. N'hésitez pas à inviter vos amis à partager ce moment consacré à donc nos Ardennes, notre planète et notre avenir. On commente, on débat ensemble avec je rappelle la présence de Céline, qui est la directrice du PNR Ardennes. Il y a Cyril Rouy, apiculteur et chef d'orchestre ici, Victorine, et puis Gauthier. Voilà pour nos invités. Donc réagissez à tout moment, on regarde un petit peu ce que vous nous dites et puis parlez entre vous sur ce sujet. Troisième piste de réflexion, on va aborder le sujet de l'énergie. Et je lance tout de suite la question, faut-il poursuivre l'éolien dans les Ardennes? Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un gros débat sur l'éolien. L'Allemagne et les États-Unis sont tous les deux en train d'abandonner le programme éolien. Beaucoup évoquent des nuisances sociales, des nuisances patrimoniales, biosphériques, climatiques. Bref, il y a même des agriculteurs qui estiment que les éoliennes sont une imposture climatique et une arnaque colossal. Voilà. Donc là, je pense que ça va être un sujet un petit peu épidermique, surtout dans les Ardennes, parce qu'on a le plus grand parc éolien, je crois, si ce n'est de France du Grand Est, dans le sud Ardennes. Si vous circulez dans le sud Ardennes, dans le Rotel Web, vous voyez tout ce parc éolien. Vous les entendez. Donc voilà, je lance un pavé dans la mare. Je me fais pas l'avocat du diable. On est dans des propos complètement sur du réalisme, sur du pragmatique. Donc voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec certains agriculteurs qui disent que l'éolien c'est une imposture climatique? Attends Cyril, je te vois de par ton regard. Je n'ai rien dit, Que tu je veux me nous retourne. faire Je n'ai rien dit. certainement des propos pendant une dizaine de minutes. Donc on va laisser la parole par exemple à Victorine. Alors justement, moi je voulais plutôt votre avis à vous parce que je suis complètement extérieure, j'avoue, au parc éolien ou à toute cette énergie-là. J'ai entendu énormément de choses en fait. Il y a le clan qui disent que c'est bien et il y a l'autre clan qui disent que ça utilise en fait énormément d'électricité,
énormément, parce que je sais même pas à quoi c'est relié en fait une éolienne. C'est Ah bah, que- Peut-être que Gauthier, qui a fait des études Alors Oh Gauthier, là là, il y a ces Dans- profs qui regardent là. En tout cas, dans tout cas, l'écologie, tout ce, etc. tout ce que je peux, enfin moi mon avis sur les parcs éoliens, c'est que ça bouffe énormément de terres agricoles aujourd'hui. On est d'accord que l'implant, la Le surface, terrassement. voilà, le c'est ça, terrassement. la surface sur laquelle va s'implanter l'éolienne, quand on multiplie par le nombre, parce que c'est pas juste en fait un poteau qui sort du sol, il y a une énorme dalle en béton, il y a tout ça qui vient bouffer aujourd'hui du terrain agricole. Du terrain agricole, on en a de moins en moins avec l'expansion des villes, avec tous ces lotissements qui continuent encore à se construire aujourd'hui. Donc moi, la problématique de l'éolienne, elle vient surtout de ça, du grignotage du terrain agricole. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui nous regardez? Dites-nous tout sur ce sujet consacré aux éoliennes. Et nous, on est concernés dans les Ardennes, puisqu'il y a un très gros parc dans le sud Ardennes. Est-ce que vous êtes favorable? Est-ce que vous êtes contre? Quelle est votre position? Dites-nous tout. Faites-nous part de vos réflexions. Pianotez sur votre smartphone. On lit vos commentaires en ligne. Céline, sur ce sujet, un mot? Un mot. Alors, les éoliennes, moi je trouve que c'est comme beaucoup de choses, il faut un juste équilibre. On a des paysages qui sont magnifiques. Alors je pars sur le territoire du parc naturel régional, je pense notamment au territoire de la Thiérache. C'est juste des paysages qui sont exceptionnels. Donc il y a un moment, oui, il faut pouvoir installer des éoliennes, mais attention, il ne faut pas en installer partout, il ne faut pas en installer des quantités démesurées, il faut que ça reste raisonnable. Je pense que depuis tout à l'heure, en fait, si on peut retenir un mot, c'est raisonnable. Après, sur toutes les énergies renouvelables, moi je trouve ça très important qu'on puisse continuer à les développer, que les pouvoirs publics aident au développement des énergies renouvelables. On a aussi la chance d'avoir des ressources qui sont exceptionnelles, je pense notamment à la Meuse, c'est même pas 1 kilomètre d'ici. On a la possibilité d'installer des microcentrales hydroélectriques. Ça ne gâche en rien le paysage. Ça produit... là, par exemple, il y en a 3 qui sont installés sur la Meuse. Ça peut produire l'équivalent de la consommation d'une ville de 7 à 8 000 habitants. Donc, par exemple, la ville de Revin. Voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver d'autres solutions alternatives. Encore une fois, l'éolien, oui, mais il n'en faut pas partout, il n'en faut pas de trop. Et c'est quand on arrivera à trouver quelque chose de global, avec l'ensemble des différentes autres sources d'énergie renouvelable, qu'on aura un début de solution. Avant de te donner la parole, Cyril, je vois que tu es dans les starting blocks. Un petit coup d'œil sur le chat. Thomas nous dit la démarche est bonne, mais ce que peu de gens savent, c'est que la durée de vie d'une éolienne est faible et ses composants très peu recyclables. René Rouy, c'est peut-être... Bisous maman. Maman, voilà, maman regarde. Une éolienne est plus profitable qu'une centrale nucléaire. Qu'est-ce que tu dis à maman? Maman, tu me fous dans la merde. Mais on va répondre quand même. Allez, vas-y. Alors, il y a plusieurs pans. Le premier, c'est quand on parle de l'Allemagne et des États-Unis. Je pense que pour les États-Unis, c'est pas les spécialistes du climat. J'ai pas trop l'impression. Et pour les Allemands, quand on sait qu'ils veulent absolument fournir le nucléaire pour le monde entier, bon, c'est normal que l'éolien, ils en ont pas trop envie. Moi, alors premièrement, je dis, je ne suis pas spécialiste de l'éolien. Sinon, ça se saurait, je serais pas ici. Donc, je ne vais pas m'attarder dans. Mais j'ai un avis, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut. Non, mais il faut savoir être dans la modération. Exactement. J'ai un avis pourquoi? Parce que déjà, j'habite à Chanlin. Alors tous ces gens qui habitent autour de nous, ils savent que en fait nous on a des ventilateurs toute la journée qui tournent. Alors oui, on a des éoliennes. ta maman te dit je t'aime. Ah maman, je Je t'aime me aussi. permets. Moi aussi, je te fais des gros bisous, c'est ça. Elle est remontée. C'est pas organisé, je savais Non, pas non, que René du tout, mais c'était ma sa mère maman. me suit, je sais Vas-y, pas pourquoi. continue. Allez. Elle est fan, on dirait. Dans tous les cas, oui, je vis les éoliennes et j'ai aussi un avis puisqu'on est agriculteur et qu'il y a des éoliennes qui sont sur nos terres. Alors là, je vais te dire, comment te dire, je sais de quoi on parle. Effectivement, moi je dis rien n'est parfait. S'il y avait une solution parfaite pour faire de l'écologie, on l'aurait trouvé. 2, je dis qui ne tente rien n'a rien. C'est-à-dire que on va essayer, on essaye, on voit ce que ça donne. Peut-être qu'effectivement, l'éolien, ça a été une époque, je veux dire, on remonte il y a 10 ans, l'éolien c'était la solution parfaite. Aujourd'hui on se dit ah oui mais ça fait du bruit. Oui c'est vrai, ça fait du bruit. Maintenant je vais aller plus loin, c'est que il faut arrêter de vivre sur le on dit. Ou le yak à faucon. Le on-dit, premièrement, ça fait du bruit. Moi, j'ai connu les éoliennes première génération quand elles sont arrivées à Chanlin. Alors déjà, il y a une étude qui a été faite, et c'est ça là-dessus sur lequel je voudrais rebondir, c'est qu'on n'a jamais été aussi bien au courant de l'écologie, de l'environnement, du nombre d'espèces qui vivaient autour de chez nous que du jour où il y a eu un parc éolien. Parce qu'ils ont mis en place des études de savoir combien d'oiseaux, combien d'espèces, combien de chauves-souris,
étaient sur notre territoire, et c'est là qu'on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait des espèces qui n'y étaient plus, et c'est ça moi qui me terrorise, c'est de se dire qu'il y avait un endroit où il y avait des espèces qui vivaient qui ne vivent plus. Je rebondirai là-dessus tout à l'heure. Donc après on a eu nos éoliennes. Au départ elles faisaient du bruit, bien sûr il y a des enquêtes publiques, on en parle, ils font des études sonores, ainsi de suite. Et on s'est rendu compte qu'elles faisaient énormément de bruit. La nouvelle évolution des éoliennes, c'est qu'ils ont fait des études comparées avec le hibou. Ils se sont rendus compte que le hibou, lorsqu'il se déplaçait dans la forêt, ne faisait pas de bruit. Ils se sont dit, mais comment il fait? Le mec, il traverse de l'air, il ne fait pas de bruit. Ils se sont rendus compte qu'au bout des ailes des hiboux, il y avait des petits plumets qui contrôlaient la distorsion de l'air la distorsion de l'air et qui créait effectivement les troubles qui créent du bruit. Eh bien, il y a eu une nouvelle éolienne qui s'est créée, sortie de notre village, avec ces nouvelles pales. Et en fait, ces pales, on a été les voir, nous. Et tout au bout, en fin de compte, ils ont rajouté comme des plumets métalliques. Et cette éolienne fait beaucoup moins de bruit que les premières générations. Alors donc, il y a de l'évolution, c'est comme tout. Je veux dire, aujourd'hui, qui dirait que la 2 chevaux était la voiture la plus écologique? C'est peut-être pas vrai, parce que je veux dire, quand tu faisais le ratio entre ce qu'elle consommait et puis ce qu'elle rejetait, mais maintenant, aujourd'hui, on a quand même des hybrides, on a des voitures électriques. Il faut des étapes intermédiaires pour arriver à quelque chose qui s'approche de ce qu'on a besoin de faire. Donc voilà, après, en tant qu'habitant, oui, effectivement, quand tu sors et que tu vois ton paysage qui est bardé d'éoliennes, ça, je peux comprendre que c'est nul, parce que tu détruis aussi l'environnement. Hein. Mais d'un autre côté aussi, il faut voir aussi qu'il y a aussi des obligations. Les éoliennes, c'est pas que des pieux, et je suis d'accord avec toi, c'est des milliers de tonnes de béton qui sont au pied. Hein. On creuse très très profond pour créer un pilier pour pas que l'éolienne se décroche, et ils ont donc un impact écologique qu'ils sont obligés de compenser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les éoliennes ont un budget obligatoire pour pouvoir réimplanter des haies, recréer des mares, des structures autour qui permettent aux animaux de pouvoir se développer sur une zone un peu plus loin que l'éolienne pour éviter d'attirer la faune. Voilà, ça c'est tout ce qu'on ne sait pas. Donc le on dit, moi je le bannis parce qu'il paraît que, ainsi de suite. Après c'est raccordé au système électrique classique, et après par contre je ne suis pas assez technicien pour savoir les taux de rentabilité. Mais nous, quand on voit comment elles tournent et qu'on sait très bien qu'ils sont obligés de les arrêter, de les ralentir parce qu'elles tournent très très fort, elles sont au maximum de leur production, et ça c'est en tous les cas pour la production électrique quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos évoqués autour de cette table, avec les propos évoqués par exemple par Cyril? Dites-nous tout dans les commentaires en ligne. Est-ce que pour vous l'éolien c'est une opportunité, ou est-ce que c'est Laurent Forget, pas mal. un désastre humain, financier, social, patrimonial? Je regarde. Alors c'est où Laurent Forget nous dit il faut accrocher des hiboux aux pales d'éoliennes. La pauvre bête. Caroline a ce propos également pour vous. Je le livre. Il me semble que l'éolien est plus écologique que le nucléaire. Non. Vous préférez les 2 cheminées fumantes de chaux. Alors, on va rebondir peut-être sur ce sujet de l'autre côté de la table. Là. Pascal, et le solaire, qu'en pensez-vous? Et le solaire, Gauthier? Alors, moi, je voulais juste intervenir sur... Eh bien, il y a des gens qui ont envie, eux, de consommer de l'électricité verte. Car quand vous recevez votre facture de chez EDF, vous avez un petit pourcentage d'électricité verte, et le reste qui provient des centrales nucléaires, qui n'est pas considéré comme de l'électricité verte. C'est un autre débat. Aujourd'hui, si vous souhaitez recevoir l'électricité verte chez vous, il y a une coopérative qui s'appelle Enercop et qui produit l'électricité dans les Ardennes, qui installe des panneaux solaires sur des toits à Sedan, qui met en place... de la géothermie, je crois, dans le sol, qui vient récupérer de l'énergie. Voilà. Vous payez une cotisation, vous payez un petit peu plus cher que chez EDF, mais en tout cas, vous recevez, c'est pas véritablement de l'énergie verte qui rentre dans votre réseau, mais en tout cas, l'argent que vous envoyez à Enercop, la facture d'électricité que vous payez, eh bien, elle revient dans l'investissement des énergies vertes. Donc pour les personnes qui s'intéressent, c'est enercop.com ou .fr. Alors, si vous venez de vous connecter à ce moment précis de ce Facebook Live, je vous rappelle qu'on est en direct de Les Évelles, dans le magasin de producteurs L'Authentique Fermier, avec donc Céline, Cyril, Victorine et Gauthier pour m'accompagner. Et vous pouvez donc réagir. On est là pour tracer des pistes de réflexion, pas des solutions magiques, pas du tout. On est là pour tracer des pistes de réflexion. Comment changer nos comportements au quotidien. Bref, une méthode petit pas plutôt que de l'idéologie et des grands discours. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans
dans nos Ardennes pour améliorer l'environnement, l'écologie et respecter notre beau département des Ardennes. Voilà le cœur du débat. L'émission s'intitule tout simplement Ma planète, mes Ardennes, mon avenir. Alors troisième sujet de réflexion, plutôt quatrième parce qu'on a abordé l'énergie il y a quelques instants. On va élargir un petit peu le débat. Là on va se reconcentrer vraiment sur nos Ardennes. Ça tombe bien, on a Céline, la directrice du parc naturel régional, qui va sans doute avoir de délicieux propos à ce sujet, puisque les Ardennes, on le sait, on a un beau département, c'est un territoire exceptionnel, tant sur le plan patrimonial que par la beauté des paysages. Il faudra être aveugle pour ne pas voir tout cela. Est-ce que nous pouvons être pionniers dans le concept d'écotourisme? Voilà, on va essayer de réfléchir sur ce concept d'écotourisme et devenir une sorte de destination éco-responsable. Je te laisse la parole, Céline. Tu peux nous faire une courte introduction, quelques mots justement sur le parc naturel régional avant de réagir sur l'écotourisme. Présente-nous le parc. Alors, quelques mots, notamment pour vous expliquer un peu les missions du parc. Donc le parc, c'est 92 communes. Donc on part au nord de Charleville, on prend Neumanil, Gesponsart, on va jusqu'à la pointe de Givet. Et après, on va jusqu'au département de l'Aisne. Donc là, ça fait 92 communes. Donc ça, c'est le territoire du parc. Les missions du parc, on est sur des missions de préservation des paysages, aménagement durable du territoire, tout ce qui concerne également le développement économique, l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et puis, on a une dernière mission qui est celle que je préfère, et c'est l'innovation et l'expérimentation. Voilà, donc en quelques mots, on intervient sur la thématique forêt, sur la thématique eau, zone humide, sur la thématique environnement, bien évidemment, sur l'aménagement, l'urbanisme, sur l'énergie, et on intervient également sur le tourisme. Voilà, on a des missions qui sont très très vastes, qui sont très variées, et on a la chance d'être sur un territoire où on peut mener un certain nombre d'actions. On travaille énormément avec les Amis du Parc, Cyril en est un des représentants, et c'est pour nous un acteur essentiel dans le développement des actions du parc. Sur le tourisme. Alors, vous avez un très beau slogan. Un PNR n'a pas le pouvoir de contraindre, mais il a le devoir de convaincre. Je trouve ça exactement. Très beau. Voilà. On n'a aucun pouvoir, on n'a pas de pouvoir réglementaire. Par contre, on se doit, nous, d'aller convaincre. C'est un petit peu aussi le but de cette émission, convaincre de changer nos comportements au quotidien, comment faire. Alors, je te laisse la parole sur l'écotourisme. Alors, sur l'écotourisme... Est-ce qu'on peut devenir un territoire, donc une destination éco-responsable dans les Ardennes? On est une destination éco-responsable. Elle est convaincue. On est déjà. Nous, on travaille actuellement sur un programme européen, un programme Interreg, avec nos amis belges et luxembourgeois, qui s'appelle Ardennes Attractivity. Et donc, on a une des missions de Ardennes Attractivity, c'est Ardennes Écotourisme. Alors, pourquoi je dis qu'on est déjà un territoire... Alors moi, j'aime bien l'écotourisme, mais j'aime bien aussi le slow tourisme. Tout à l'heure, on a parlé des jeunes, on a parlé qu'ils allaient consommer un McDo rapide, et de ce constat est venu tout ce qu'on appelle maintenant la slow food. On prend le temps de manger, on prend le temps de déguster, on prend le temps d'apprécier. Et moi, ce que j'aime dans le slow tourisme, c'est de se dire, les touristes, ils viennent dans les Ardennes, et puis ils se posent, ils prennent le temps d'aller sur la voie verte, ils prennent le temps de manger correctement, de découvrir les produits locaux, d'aller dans les gîtes, parce qu'en fait, oui, on n'a pas de très très grande capacité d'hébergement, mais on a une multitude de gîtes où les touristes vont chez les habitants, peuvent discuter avec eux, échanger avec eux, et là, c'est vraiment, on est dans cette thématique de slow tourisme. Un mot sur la voie verte. La voie verte, 250 000 visiteurs l'année dernière. Donc il y a à peu près 60% d'Ardennais. C'est vrai qu'on consomme. Les Ardennais consomment le tourisme. Je préfère. Utilisent. Ben ouais, mais en même temps, c'est vrai qu'ils utilisent énormément cette voie verte. Donc on va dire qu'il y a à peu près 40% de touristes hors département. Il faut savoir que ces touristes, ils dépensent en moyenne 50 € par jour pour se nourrir, pour dormir, pour faire des achats. Et donc là, on a une véritable pépite
qu'on se doit d'exploiter parce que c'est un tourisme, enfin c'est une activité économique qui n'est pas délocalisable. Ça va rester dans les Ardennes et ça profite directement aux Ardennais. Donc ça, c'est une véritable chance. Le parc, nous, on intervient sur la création de nouveaux itinéraires. On va intervenir l'année prochaine sur la création d'aires de bivouac parce que qu'est-ce qu'ils font nos touristes? Ils mettent leur sac à dos et puis ils vont traverser les Ardennes. Ils vont aller en Belgique, ils vont aller jusqu'au Luxembourg. Il faut qu'ils puissent dormir, il faut qu'ils puissent manger. Donc création d'aires de bivouac, création d'haltes, nous ce qu'on appelle des haltes paysagères où ils vont pouvoir tranquillement manger, où ils vont pouvoir se reposer. Et donc on a un certain nombre d'actions en lien avec l'écotourisme. Je ne peux pas toutes vous les lister là, mais en gros c'est venez dans les Ardennes, on va vous faire découvrir un territoire magnifique. Juste un point, on a parlé beaucoup paysage tout à l'heure, je sais que Gauthier y est sensible. Nous, on souhaite présenter le territoire, faire découvrir, c'est-à-dire qu'on essaye d'installer ce qu'on appelle des panneaux d'interprétation. Pourquoi? Parce qu'il faut que les Ardennais, mais il faut aussi que les touristes sachent, quand on arrive par exemple à Rimogne, pourquoi Rimogne a cette physionomie-là? Pourquoi en fait il y a des ardoisières? Comment ça fonctionne? Parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux pour défendre un territoire en fait, que de le comprendre. Et pour le préserver, il faut qu'on le comprenne. Et c'est pour ça qu'on travaille vraiment activement là-dessus. C'est des sujets qui nous sont chers et sur lesquels on va développer énormément d'actions dans les années à venir. Ah ben bravo. Voilà, on a eu une présentation exhaustive du PNR. On peut retrouver des informations sur le compte Twitter du PNR et le site web et sur page le Facebook. sur le site internet, sur la page Facebook. Voilà, si vous voulez prolonger votre information. On aura d'ici quelques mois une belle maison du parc où on pourra accueillir les touristes. Je vous invite d'ailleurs à une prochaine émission à venir à la maison du parc quand elle sera finie à Ranvé. Alors forcément, quand on parle des Ardennes, et on est entre nous là, il y a beaucoup d'Ardennais qui nous regardent, il y a un lien affectif avec les Ardennais, on le sent tout de suite. Mélodie nous dit continue à présenter les initiatives positives, à montrer la beauté des Ardennes, car plus on aime un territoire, plus on le protège, continue à développer du lien social pour se sentir impliqué. Aude, bravo pour votre émission, ça peut faire réfléchir certains, faire attention à notre planète, il faut que ça rentre dans les têtes de chacun. René, ah bah oui, là, René est 100% ardennaise. René, je lis même pas. Coco, normal, on aime nos Ardennes, etc., etc. Je vais avoir aussi qu'il y a une sensation de manque quand on entend parler des Ardennes comme ça dans cette émission. Donc, ah bah je vais justement Gauthier, je vais avoir ta vision sur les Ardennes. On parle d'écotourisme, réagissez, proposez des solutions de destination éco-responsables dans les Ardennes. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place d'intelligent dans le respect de la nature et de nos beaux paysages? On a des centaines de kilomètres de sentiers forestiers, c'est assez incroyable la densité de sentiers forestiers qu'on a dans les Ardennes pour des déplacements doux, vélo, à cheval ou à pied. Gauthier justement, toi maintenant qui vis pour des raisons scolaires à Lille, quand tu reviens dans les Ardennes, c'est un besoin de revenir dans les Ardennes. Est-ce que tu vas te balader aux jeunes Allez, dis-nous tout. Qui habitent dans les Ardennes et qui bougent pas des Ardennes. On se plaint tout le temps à dire les Ardennes, on se fait chier, les Ardennes c'est nul, il n'y a rien à faire, tout ça. Allez vivre 3 ans à Lille, la saturation du bruit, la saturation de pollution, le mouvement des... Putain, vous revenez dans les Ardennes, bol d'air avec les potes, bol d'air de sortie. Il n'y a plus de voitures, vous entendez moins les voitures et vous allez écouter le brame du cerf. Et là, vous vous dites, oh putain, c'est bien les Ardennes. Non, mais vraiment. Et c'est quand on revient, moi, quand je reviens l'été, entre 2-3 spectacles, on se fait des petites soirées dans les bois. On n'a pas le droit, c'est pas grave, mais dans les bois, on fait des petites soirées avec un barbecue, tout ça. Il n'y a rien de mieux. Est-ce que tu es d'accord, Victorine, avec Gauthier? Est-ce qu'il finalement, il ne faut pas partir des Ardennes pour mieux revenir et prendre conscience de la richesse et de la beauté des paysages qu'on a? Est-ce que finalement, c'est une chance peut-être de vivre dans les Ardennes, Victorine? Alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire parce que j'ai vécu à l'autre bout du monde. Et donc je suis partie, j'ai vu vraiment des paysages incroyables, des paysages, je pourrais même pas vous les décrire, c'était bucolique, c'était sensationnel. Et je suis revenue. Et là je me suis dit, mais c'est pas si mal ici. Et puis j'ai vécu aussi un peu dans toute la France, et je vous assure que dans chaque ville où j'étais, les gens n'aimaient pas leur ville. En fait, c'est pas les Ardennais qui n'aiment pas les Ardennes, c'est les gens qui ne sont pas vraiment satisfaits de leur ville à chaque fois. Et du coup, quand je suis revenue ici, j'ai vu des paysages magnifiques, alors que j'en ai vraiment déjà vu des grandioses. Mais par exemple, Roque-la-Tour,
en ce moment, j'en suis amoureuse. C'est magique en Clatour. Mais j'adore. Coucher de c'est- soleil en plein été, c'est magique. Lever de soleil aussi. lever de soleil aussi, Il y a ouais. pas longtemps, j'ai fait un lever de soleil et c'était vraiment grandiose. Il y a le domaine de Vendresse, il y a le lac des Vieilles Forges et c'est pas loin en fait. Donc oui, partir loin, c'est génial, voyager, c'est génial, mais aussi regarder ce qu'il y a autour de nous. Et les Ardennes sont vraiment très riches en fait de nature, de forêt, de balades. Bogny-sur-Meuse, les trails qui sont organisés, les randonnées, c'est un régal. En fait, on se régale dans les Ardennes. Et puis il y a plein de coins qu'on ne connaît pas. Oui. Et en tant que jeune aujourd'hui, quand on est actif sur les réseaux sociaux, il y a des photographes ardennais qui nous font partager ça, qui nous vendent des cartes postales de ouf. Et le week-end d'après, on y va, on se fait ah, ça existe ici, c'est dans les Ardennes. Et ouais, je veux dire, on a un potentiel énorme de communication là-dessus, en termes de cartes postales, parce que c'est des véritables cartes postales. Je me rappelle d'un clip à Rock La Tour où j'avais été craché du feu. C'était juste Oui, parce que oufissime. Gauthier crache du feu. Attends. C'est une c'est de pour ses ça. activités. Voilà, j'étais aussi en gilet jaune parce que du coup l'augmentation du pétrole m'impacte aussi. Alors voilà. Et je voulais rebondir justement sur Thomas, c'est Nodiprod, je sais pas si vous avez vu ses vidéos. Et il est photographe, il fait aussi des vidéos, il a fait une vidéo sur le lac des Vieilles Oui, je l'ai Forges, magnifique. Magnifique. Un super message Ouais. et je vous invite à aller le voir, donc c'est Nodiprod, il a qu'à mettre dans les commentaires, sinon son lien, donner tous les liens, enfin c'est vraiment génial ce qu'il fait comme boulot. Marie-Hélène nous dit normal, elles sont si attachantes nos Ardennes et c'est ce qui ressort de vos propos. On lit vos réactions en direct, en ligne dans le chat. Dites-nous tout, qu'est-ce que vous pensez de nos Ardennes, cette nature, comment la protéger, comment vous réagissez quand vous voyez un beau coucher de soleil sur la vallée de la Meuse, la brume le matin, etc. Les animaux, la faune sauvage, il y a vraiment une richesse exceptionnelle et je ne sais même pas si on a assez d'une vie pour faire tous les sentiers pédestres dans les forêts ardennaises, je sais pas. Il y a Un une petit mot mixité sur- Ouais, il y a une mixité de paysages. Je veux dire, C'est ça. c'est incroyable. Entre C'est le nord, incroyable. le sud, l'est, l'ouest des Ardennes, c'est complètement Et puis différent. là, il y a quelques jours, l'automne, vraiment, quand c'était jaune, orange, c'était magnifique. Des fois, j'aimais juste prendre la voiture, aller un peu dans la vallée et juste regarder, c'est super beau. Non, Avant- le vélo, on est dans une émission écolo. Le vélo, Alors, le Avant- vélo. Avant de te donner les... Alors, je te demande de faire court parce que je sais que Entendu, là, tu vas dithyrambique. entendu. D'accord, je te laisse 30 secondes, une minute, pas plus. Marie-Hélène a un de très beaux propos. Les levers et couchers de soleil sont source d'inspiration pour l'aquarelle. Magique. Allez, Bah à oui, toi. magique. Un Moi, petit mot. je partage tout ça. C'est pour ça que vous m'entendez pas. C'est rare, mais vous m'entendez pas. C'est que oui, les Ardennes sont magiques. Les Ardennais sont attachés à leurs Ardennes. Il y a rien à faire. Tu parles à n'importe quel Ardennais, capable de te sortir à un coin, un petit coin sympa, et là, il te vend le truc. C'est un tableau. C'est un tableau. Et c'est ça qui est magique. Moi, j'ai plein de copains sur Facebook. Je pense à Laurent qui a l'habitude d'aller courir, faire du jogging, et il prend des petits moments insolites. Le moment, la brume qui se lève le matin, lorsque le soleil, hop, à travers les sentiers, arrive à faire sortir un petit peu cette petite brume-là. Un petit animal qui est sur le bord de la route ou qui est dans la forêt ou n'importe quoi. Et ça, c'est magique. Les Ardennes sont magnifiques. On a tout ce qu'il faut. Et écotourisme, on a l'éco, maintenant, il faut le tourisme. C'est-à-dire que, oui, effectivement, on a un On l'a déjà. on l'a, mais il faut encore plus se développer. Alors que moi, je vais être un peu, je rentre dedans, mais je veux dire, il faut pas non plus à un moment donné s'endormir sur ses lauriers. Je vais te dire, les Ardennes, avec moi, c'est avec un grand A. Il y a les Ardennes françaises, les Ardennes belges. Il faut m'expliquer pourquoi tu vas à Bouillon un plein dimanche et c'est le Bouillon, c'est qu'à de le dire. Il y a plein de monde, les terrasses sont blindées et le tourisme fonctionne correctement. Et les Ardennais belges vivent et les Ardennais français vivent à Bouillon. Et que nous, dans nos Ardennes françaises, on ne développe pas. Parce qu'il y a, je pense, c'est ce qu'a dit Gauthier, un manque de communication. Il faut communiquer sur nos Ardennes et dire que c'est un pays magnifique. C'est ça le truc. Eh ben, je suis pas d'accord. Ah bah grave, allez bah vas-y, je lance Il le en fallait débat. une. C'est Ouh. Céline. Alors, dis-nous tout. Rapidement. Alors, oui, rapidement. d'accord, Bouillon, c'est très bien. La Belgique, c'est en effet très bien. Moi, je suis une Carolo. Je suis ardennaise, mais je suis avant tout Carolo. Et sincèrement, depuis quelques années, on va à Place du Cal le dimanche. Il y a plein de monde, il y a énormément d'activités. Là, il va y avoir un truc exceptionnel, c'est le marché de Noël pendant un mois. C'est plein d'activités, plein de monde. Donc, ça commence à venir. Donc, oui. La Belgique, c'est bien, mais sincèrement, l'activité économique liée au tourisme, elle commence dans les Ardennes. Et la preuve en est, Place du Cal, c'est, comme tu disais, blindé. Voilà, on va conclure cette émission. On est là depuis une trentaine de minutes à vue de nez. Merci de nous avoir suivis de où que vous êtes en France, dans les Ardennes, sur notre belle planète finalement, puisque si l'information va être mondiale, il va falloir prendre conscience que la consommation alimentaire sera locale et la filière courte a un bel avenir, notamment avec l'authentique fermier. On a émis plusieurs pistes de réflexion pour tenter
de réfléchir comment sauver notre belle planète et nos Ardennes et s'inscrire dans un avenir durable. Vous pouvez continuer le débat entre vous dans les commentaires et également dans le groupe Facebook qui s'appelle Ardennes Passion. Demandez l'adhésion et puis vous pourrez poursuivre le débat entre vous. Une petite conclusion, on va essayer d'en faire une. Je demande juste un tout petit mot, si vous avez un message, un seul mot à faire passer à ceux qui nous regardent sur l'ensemble des réflexions qu'on a eues. Les mots-clés étaient raisonnables, si j'ai bien noté. Pas de solution miracle, hein, de toute façon, on est contraint de gérer nos propres contradictions. Mais il y a peut-être un modèle à explorer, c'est le moins mais mieux, les 3 M, moins mais mieux, consommer moins mais mieux, rouler moins mais mieux, etc. Est-ce que c'est pas une philosophie qui peut sous-tendre notre avenir? Un seul mot, Gauthier, pour toi. Eh bien, moi, je vais reprendre la première parole que Cyril a dit en début d'émission. Essayez de changer de prisme. Quand tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment l'image, quoi. C'est essayer de tourner la tête et de regarder un petit peu ce qui se fait de bien. Moi, je vais reprendre ce qu'a dit Céline tout à l'heure. Ça rejoignait l'idée de ensemble, en fait. C'est chacun en fait un petit peu. On ne peut pas tout gérer tout seul, c'est impossible. Mais ensemble, on va y arriver et on va être forcément dans un monde meilleur, plus naturel et moins consommateur. Un message, juste un. Simple, soyez acteur à votre niveau. Ouais. Chacun fait quelque chose. Céline. Alors moi je conclus, je vous invite à aller regarder parce que j'ai pas le temps de vous la raconter, la légende du colibri sur internet et ça rejoint tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Il faut que chacun fasse sa part. Voilà. Et pour alimenter votre réflexion, je vous demande absolument de lire ce petit ouvrage. Il est pas très épais, mais très très intéressant, très riche, très dense, avec vraiment du politiquement incorrect, mais il faut vraiment le lire pour comprendre, réfléchir et changer nos comportements. C'est Marc Alévi, un physicien, philosophe extraordinaire. C'est vraiment pas de la politique, de l'idéologie, mais c'est basé sur des faits. Ça s'appelle Énergie et écologie, remettre les idées dans le bon sens. C'est aux éditions Massaro, c'est uniquement disponible sur Internet. Et je vais vous lire juste la dernière strophe de ce petit ouvrage, et puis on se quittera là-dessus pour aussi que vous puissiez réagir et réfléchir. Voilà ce qu'il dit pour conclure son ouvrage. Il nous faut revenir au standard de vie des années 1920, tant en termes de démographie mondiale, de milliards d'humains maximum, en termes de niveau de vie et de pratique de la frugalité. Le délire des 30 glorieuses de 1950 à 1980 et celui des 30 foireuses de 1980 à 2010 qui ont cru pouvoir les perpétuer a été une parenthèse absurde, un accident sur le fleuve de l'histoire, une anomalie économique et sociale. Retour au réel. Voilà. Je vous laisse méditer. À bientôt. Merci à tous. Ciao tout le monde. Autour de la table. Merci de nous avoir suivis dans ce dimanche après-midi. Bisous, bisous. C'était De quoi on cause.